Bonsoir à tous, bienvenue à la Chambre des notaires de Paris pour parler de notre premier thème qui concerne l'assurance vie. Est-ce encore un vrai bon outil de transmission? Mon propos va concerner en fait les précautions à prendre, toutes les bonnes pratiques qu'il faut connaître pour en fait une bonne souscription et surtout une bonne transmission de votre contrat d'assurance vie. Alors le contrat d'assurance vie, c'est quand même le premier placement des Français. Faut-il avoir un contrat d'assurance vie? Oui, assurément. La première chose que peuvent vous dire vos conseillers, c'est ça permet d'avoir un double abattement en cas de transmission. Vous savez, on a un abattement de 100 000 € qui se renouvelle tous les 15 ans en matière de transmission de patrimoine, donc donation et succession. En matière d'assurance vie, on a un abattement qui s'ajoute, quand tout est bien fait, de 152 500 € dans certaines conditions. Voilà, alors on va voir plusieurs thèmes sur l'assurance vie. Déjà la philosophie de l'assurance vie, puis comment la souscription, comment bien rédiger une clause bénéficiaire, et puis enfin je voudrais vous parler effectivement après de la transmission et de ce qu'on appelle les contrats non dénoués. Mon conjoint avait souscrit une assurance vie, c'est moi qui décède. Comment on gère ce contrat d'assurance vie dans ma succession? D'accord? Alors, sur les questions, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle après. Donc, je fais mon déroulé et puis après, je répondrai évidemment à toutes vos questions. Donc, notre thème, premièrement, la philosophie du contrat d'assurance vie, c'est un contrat pour soi-même, mais c'est aussi un contrat pour ses proches. C'est trop souvent oublié que c'est d'abord un contrat pour vous. Quand vous souscrivez, c'est d'abord pour vous, pour votre retraite, pour avoir des revenus futurs. Puis, ce sera un contrat qui profitera à vos proches. Et puis, au décès du souscripteur, comment bien rédiger sa clause bénéficiaire. La philosophie du contrat d'assurance vie. À partir du moment où je suis souscripteur assuré, je verse des primes. Il faut savoir que c'est la compagnie d'assurance qui est propriétaire de ces primes, ce n'est plus moi. Donc on dit le capital est insaisissable, alors maintenant c'est faux pour l'administration fiscale, mais on dit aussi, et ce qui est vrai, c'est que l'assurance vie est hors succession. Pourquoi c'est hors succession? De manière très simple, à partir du moment où dans mon contrat d'assurance vie, j'ai une clause bénéficiaire en cas de décès. C'est-à-dire que je dis, si jamais je décède, je souhaite que le capital aille à mes enfants, mon mari, etc. En fait, en comprenant la philosophie du contrat d'assurance vie, c'est pas moi qui verse le capital à mes enfants et à mon mari, c'est la compagnie d'assurance. C'est pour ça que c'est hors succession. Alors on va le voir, il y a une condition impérative pour que cette stipulation pour autrui joue parfaitement, il faut un bénéficiaire. À défaut de bénéficiaire, ou si votre clause bénéficiaire est mal rédigée, dans ces cas-là, les capitaux décès seront inclus dans votre masse successorale et donc taxables. D'accord? Donc il faut bien comprendre que le régime hors succession de l'assurance vie, c'est vraiment soumis à cette condition d'avoir un bénéficiaire déterminé ou déterminable au jour de votre décès. Donc le principe, un contrat hors succession, c'est ce que je vous disais, puisque ça repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. Ce qui est très important effectivement quand on reçoit un capital décès, c'est qu'on n'est pas soumis aux règles du rapport. Vous savez que toute donation qui n'est pas une donation partage n'est qu'une avance sur la succession. Donc si jamais j'ai 2 enfants et que je pense donner 100 à chacun de mes enfants, celui qui a le mieux géré devra l'argent à l'autre au moment de son décès. En matière d'assurance vie, c'est pas du tout le cas. Les règles sont hors succession, donc je ne suis pas soumis aux règles du rapport, je ne suis pas soumis aux règles de réduction si jamais il y avait une atteinte à la réserve, donc si jamais mes enfants n'avaient pas leur part de réserve. Mais il est nécessaire, c'est ce que je vous disais, qu'il y ait un bénéficiaire désigné en cas de décès et que cette clause bénéficiaire soit valable et efficace, et c'est ce que nous allons étudier. Par ailleurs, la notion de prime manifestement exagérée a été utilisée par la jurisprudence en fait pour remettre un peu en cause en fait les contrats, les personnes qui vendraient tout pour mettre en assurance vie. Ce que regarde la jurisprudence, c'est l'utilité de la souscription.
C'est-à-dire qu'il faut faire attention, vous ne pouvez pas avoir tout en assurance vie, même si l'assurance vie n'est qu'une enveloppe. Et à l'intérieur, vous pouvez choisir des fonds euros, des actions, etc. Ce qu'on regarde, c'est que, effectivement, s'il y a trop de patrimoine en assurance vie, est-ce que c'est pas fait quelque part pour frauder vos héritiers réservataires? Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est uniquement pour vos héritiers? Voilà, donc on va regarder l'utilité de cette souscription. Sachant que la notion de prime manifestement exagérée, elle s'apprécie au moment où vous versez les primes, pas au moment du décès. C'est au moment où vous versez les primes qu'on va regarder si c'est proportionné ou pas à votre patrimoine ou à vos revenus. Le contrat d'assurance vie est un contrat aléatoire. Je voulais vous en parler quand même. Voilà, il y a eu plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui a reçu une notion très particulière de l'aléa. La Cour de cassation nous dit « Le contrat d'assurance vie est un contrat aléatoire parce qu'il dépend de la durée de vie humaine. » Ça, on le savait. Comme on n'est pas éternel, c'est sûr qu'à un moment, ça s'arrête. En fait, c'est pas ça que ça veut dire. En fait, l'aléa, il est où dans le contrat d'assurance vie? Il est dans le fait qu'on ne sait pas si, au terme du contrat, les capitaux iront aux bénéficiaires en cas de décès ou aux bénéficiaires en cas de vie. Il est là l'aléa de l'assurance vie. Ça implique quoi? Et c'est pour ça que je vous ai vous en parlé. Il faut absolument, et l'administration fiscale regarde énormément, on doit éviter les contrats souscrits sur le lit de mort. À partir du moment où je sais que je suis malade, atteinte d'un cancer et que mes jours sont comptés, l'administration fiscale pourrait très bien requalifier le contrat d'assurance vie en donation. En tout cas, il y a eu un cas comme ça avec un concubin, et en fait, plutôt que d'avoir dans la succession une taxation à 60%, la personne avait souscrit un contrat, avait mis pratiquement tout son patrimoine, taxation à 20%. L'administration fiscale n'était pas d'accord avec cette interprétation. Attention en souscription vie entière. Si c'est vie entière, ça veut dire que forcément, il n'y a qu'un seul bénéficiaire, c'est les bénéficiaires en cas de décès. Autre chose extrêmement importante, c'est ce que je vous disais dans la philosophie du contrat d'assurance vie. Vous souscrivez pour vous et vous souscrivez en cas de décès pour vos proches. Vous devez faire vivre votre contrat. Tous les contrats qui aujourd'hui, vous placez votre argent en assurance vie, vous ne retirez pas, vous ne faites jamais de rachat, jamais d'avance, etc. parce que vous dites non, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Attention, aujourd'hui, ce n'est pas l'interprétation de l'administration fiscale, mais ça pourrait le devenir. Si vous avez besoin, c'est d'abord pour vous que vous avez souscrit ce contrat, c'est pour pouvoir en bénéficier si jamais vous avez besoin de revenus complémentaires. Le reste, ça ira aux enfants. Mais d'abord, c'est aussi pour le souscripteur, pour le bénéficiaire en cas de vie. Lors de la souscription, une chose extrêmement importante puisqu'on parle de bonnes pratiques, si jamais vous souscrivez un contrat d'assurance vie avec des fonds propres, qu'est-ce que c'est que des fonds propres? Des fonds propres, c'est tout ce que vous avez eu en fait quand vous êtes marié en régime de communauté, qui est le régime légal en France. À partir du moment où vous avez reçu des fonds de succession, de donation, ou que vous avez reçu un immeuble que vous avez vendu et que c'est cet argent-là que vous placez en assurance vie, il est extrêmement important de faire une clause d'emploi ou de remploi. La clause d'emploi ou de remploi, elle va dire quoi? Elle va dire, en fait, j'ai utilisé l'argent de la succession, d'une donation ou que j'avais avant mon mariage et je souhaite affecter ce contrat en propre. Si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça change? Ça change la qualification du contrat d'assurance vie. Il n'est plus propre, il sera commun à charge de récompense, c'est-à-dire que financièrement, voilà, vous n'allez pas y perdre, mais ça change la qualification du bien, d'accord? Et c'est extrêmement important, vous allez le voir pourquoi. On a eu beaucoup de réponses ministérielles sur cette problématique de contrat d'assurance vie en communauté. À partir du moment où ça provient de fonds propres, de deniers propres, ou que vous l'aviez de toute façon avant de vous marier, il faut absolument faire une clause d'emploi ou de remploi qui est très simple. En fait, les compagnies d'assurance ont l'habitude de faire ça, sauf qu'elles n'ont peut-être pas l'habitude de vous poser la question. Ce que le notaire fait systématiquement. Et du coup, c'est à vous d'avoir une démarche active et de leur dire attention, cet argent, soit il vient de la communauté, soit cet argent, il vient d'un héritage de mes parents. D'accord? Alors, l'accompagnement des clients dans la rédaction de la clause bénéficiaire.
Comment maîtriser la désignation bénéficiaire? La première chose, c'est qu'il faut un bénéficiaire déterminé ou déterminable au jour de l'exigibilité de la garantie. Pas au moment où vous souscrivez, mais au moment du dénouement. La clause bénéficiaire doit être précise et complète pour éviter toute difficulté d'interprétation au jour du règlement. La clause bénéficiaire, c'est comme un testament. Elle doit être insusceptible d'interprétation. On doit savoir exactement à qui ça va et comment, dans quelle quotité. Enfin, les notaires sont là aussi pour vous aider à prendre en compte la stratégie du souscripteur dans un contexte plus global et successoral et assurance vie. Alors, quand je mets mon contrat d'assurance, je le souscris et je désigne en cas de décès mon conjoint. Alors, il faut savoir que c'est la personne qui a cette qualité au jour du décès et non pas au jour de la désignation. Ce qui peut, alors je vous ai mis un petit exemple, poser un problème puisque je désigne mon époux Alain et si au jour de mon décès, je ne suis pas mariée avec Alain mais je suis mariée avec Francis, il n'y a pas de clause bénéficiaire. Pas de clause bénéficiaire, ça veut dire que les capitaux décès rentrent dans ma succession et sont taxés au droit de succession. Si jamais j'ai mis la clause au bénéfice de mon conjoint et que, en fait, je n'ai pas de conjoint, mais j'ai un partenaire pacsé où je vis en concubinage. A priori, la clause devrait fonctionner, mais voilà, on est là pour avoir de bonnes pratiques. Une bonne pratique, c'est être précis. Quand on est marié, on n'est pas pacsé. Quand on est pacsé, on n'est pas marié. Précision utile, le conjoint survivant mais non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès de l'assuré. D'accord ? Si vous étiez en procédure de divorce et que vous aviez juste mis mon conjoint, si vous décédez avant le jugement qui prononce le divorce, vous avez toujours un conjoint, donc au dénouement, les capitaux décès vont à votre conjoint, même si vous étiez en procédure de divorce. Donc, il peut être utile de préciser mon conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps, etc., etc. Si la désignation est indifférente au statut, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on aime bien mettre une désignation nominative, donc mon conjoint, Francis, etc. D'accord ? La clause qui prévoit le contrat au bénéfice de mes enfants nés ou à naître. Alors là, je voulais vous préciser une chose. Je ne sais pas si vous savez, mais en matière de succession, à partir du moment où vous avez 2 enfants, il y en a un qui est prédécédé, qui est décédé avant vous. Si lui-même a des enfants, ce sont ses propres enfants, donc vos petits-enfants, qui vont venir à la succession en représentation de leur père ou de leur mère. En assurance vie, en matière de contrat d'assurance vie, la représentation ne joue pas. Si vous ne prévoyez pas une clause spécifique en disant que en cas de prédécès, je mets comme bénéficiaire mes enfants, mais en cas de prédécès de l'un, je veux que ce soit ses propres enfants qui soient désignés comme bénéficiaires. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que tout ira à votre enfant toujours vivant. Donc toujours mettre mes enfants vivants ou représentés, par parts égales entre eux. D'accord ? Donc à défaut, ce que je vous disais, c'est que cette clause prive les petits-enfants, dont l'auteur est prédécédé, de tout droit au bénéfice du contrat d'assurance vie. Quand on a des clauses qui prévoient, vous savez, plusieurs rangs, mon conjoint, à défaut, mes enfants vivant représentés par parts égales entre eux. À défaut, mes héritiers. L'avantage, c'est qu'on peut toujours se dire, finalement, si mon conjoint n'en a pas besoin, n'a pas besoin de ce contrat, il peut très bien renoncer. Ça va aux bénéficiaires de rang subséquent. Donc ça ira à mes enfants. Ce qui permet, en fait, quand vous avez plusieurs contrats d'assurance vie, d'avoir des stratégies. D'accord ? Vous pouvez très bien accepter des contrats d'assurance vie, certains contrats d'assurance vie, renoncer à d'autres. Vous pouvez très bien accepter une succession, renoncer au contrat d'assurance vie ou renoncer à une succession et accepter des contrats d'assurance vie. Donc tout ça, c'est une réflexion globale que vous devez avoir avec votre notaire
et qui vous permettra effectivement d'envisager des stratégies possibles de liberté de choix pour votre conjoint en cas de décès. Et vos enfants, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question qu'on s'est quand même posée fiscalement, c'est est-ce qu'à partir du moment où je renonce, je ne vais pas avoir une double taxation? C'est-à-dire la compagnie va dire, mais alors le premier bénéficiaire, donc on est passé du souscripteur assuré au premier bénéficiaire, du bénéficiaire au second bénéficiaire. Non, on a une réponse ministérielle, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut faire très attention. Le principe en droit fiscal, c'est qu'une renonciation est toujours faite en faveur de quelqu'un. Si vous renoncez, c'est forcément en faveur. Là, il faut juste dire « je n'accepte pas le contrat ». Je ne renonce pas, je n'accepte pas le contrat. C'est une subtilité qui peut avoir son importance. Enfin, la clause qui prévoit que le contrat est fait au bénéfice de mes héritiers, dans ces cas-là, on a une répartition des capitaux décès de la même manière que la dévolution successorale. Donc on va regarder comment elle évolue la succession et on va appliquer exactement la même chose en matière d'assurance vie. Alors, sur ce point, je voudrais juste qu'on s'arrête sur la clause bénéficiaire démembrée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, cette clause bénéfice de mes héritiers peut aboutir à une clause bénéficiaire démembrée à partir du moment où le conjoint survivant opterait pour l'usufruit de la totalité de la succession. Les enfants sont nus propriétaires. De facto, avec cette clause-là, mes bénéficiaires seraient effectivement mon conjoint en usufruit, mes enfants en nue propriété. Comment ça se passe? Le conjoint récupère la totalité des capitaux, c'est-à-dire que la compagnie d'assurance se libère des capitaux en versant l'intégralité des capitaux entre les mains du conjoint survivant. Le conjoint survivant fait ce qu'il veut. À charge pour lui de devoir cette somme à ses enfants à son propre décès. C'est ce qu'on appelle en fait un quasi-usufruit. D'accord ? L'usufruit d'une somme d'argent est un quasi-usufruit, puisque comment je peux user d'un bien quand c'est une somme d'argent à part de la dépenser? Donc c'est un quasi-usufruit. À charge pour le conjoint de rembourser ses enfants. Donc il y a une créance de restitution qui est due par le conjoint survivant à son décès aux enfants. Ce qui permet en fait de diminuer les droits au décès du conjoint survivant, puisqu'en fait j'ai une dette dans la succession du conjoint. Donc ça permet de diminuer, l'actif net est moindre et ça permet de diminuer les droits de succession qui sont dus par les enfants. Alors, on l'a beaucoup fait, c'était quelque chose qui a eu beaucoup le vent en poupe à une époque. C'est toujours très bien. Maintenant, effectivement, c'est quand même fiscalisé. C'est-à-dire qu'il y a eu une modification par une des nombreuses lois de finances de 2012. Les enfants nus propriétaires maintenant sont taxés alors qu'ils ne reçoivent pas d'argent. Donc attention, ce sont des clauses que je n'aime pas appliquer à partir du moment où on a mis mes héritiers, mais qu'on peut très bien appliquer à partir du moment où c'est prévu dès le départ dans la clause bénéficiaire. Donc en usufruit, bénéficiaire en usufruit, mon conjoint, bénéficiaire en nue propriété, mes enfants. Il y a une créance de restitution, donc tout ça on l'explique. Et on explique effectivement qu'il faut absolument, et là c'est impératif, que les enfants ils se souviennent de cette créance qu'ils ont. S'ils ne s'en souviennent pas, c'est une opération qui ne sert à rien. Ça veut dire que le conjoint survivant a récupéré l'argent et que la somme est taxable à son propre décès, sans dette. Donc voilà, l'idée c'est de faire une convention enregistrée, un acte authentique chez le notaire. Nous, on a l'habitude de le faire, prévoyant cette convention de quasi-usufruit et de dire, voilà, on ne va pas oublier cette convention, on ne va pas oublier surtout cette dette que le conjoint survivant doit à ses propres enfants pour diminuer tout ce qu'il en fait et qui oublient, que les enfants oublient, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas forcément le patrimoine des parents. Dans ce cas-là, l'opération, effectivement, perd de son utilité, de son efficacité. Je vous ai dit que les enfants, ils devaient des droits. On a aussi moyen, quand on organise la clause de bénéficiaire démembrée dès le départ, de prévoir que c'est le conjoint survivant qui paiera les droits en lieu et place des enfants. Mais du coup, les enfants ils recevront une créance de restitution moindre, diminuée du paiement. Comme les enfants n'ont pas de liquidité, c'est difficile pour eux de payer la fiscalité. Donc c'est le conjoint survivant qui s'en charge, à charge de diminuer la créance de restitution. Voilà, tout ça se prévoit. On a des clauses qui sont très carrées et sans aucun souci, mais il faut anticiper.
Voilà. Et c'est vrai que cette clause, à défaut d'anticipation, voilà, il faut que toutes les explications soient bien données quand même. Petit récapitulatif, les indispensables de la clause bénéficiaire. Toujours prévoir des clauses bénéficiaires de substitution en cas de prédécès, de renonciation, de non-acceptation. Ce qu'il faut, c'est un bénéficiaire. Encore une fois, pas de bénéficiaire. Dans ces cas-là, les capitaux d'essai rentrent dans la masse successorale taxable, comme tout bien. Donc, si ce n'est pas le bénéficiaire de premier rang qui perçoit les capitaux d'essai, ce sera le bénéficiaire de second rang, de troisième rang, etc. En cas de bénéficiaire de même degré, si jamais vous mettez mes enfants ou mes frères et sœurs, etc., bien prévoir la répartition entre eux et le cas du prédécès de l'un. Est-ce que tout va à l'autre ou est-ce que ça va aux enfants ? Quand on fait la même chose pour les enfants, n'oubliez pas la représentation qui n'est pas prévue pour le contrat d'assurance vie. C'est prévu en matière de succession, pas en matière d'assurance vie. Et toujours la clause balai, à défaut mes héritiers, ça permet d'éviter de taxer les capitaux d'essai dans la succession. On va considérer que les bénéficiaires sont les héritiers, mais il n'empêche qu'on bénéficiera du régime de faveur en matière d'assurance vie, donc hors succession. Les conseils pratiques maintenant, parce qu'en fait, on a eu quelques arrêts qui nous ont fait peur en tant que notaire. On a des clients qui, effectivement, rédigent leur clause bénéficiaire dans un testament. On ne lègue jamais son contrat d'assurance vie. On désigne des bénéficiaires. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez voir votre notaire pour effectivement vous occuper de votre transmission et du futur, une chose est extrêmement importante. La masse successorale est réglée dans le testament. La clause bénéficiaire s'occupe de la transmission pour les capitaux d'essai. On n'utilise pas les mêmes termes non plus. Pour un testament, on parle de légataire. Pour une clause bénéficiaire, on parle de bénéficiaire. D'accord ? Tout ça, c'est extrêmement important parce que on a de la jurisprudence où on a considéré que la volonté en fait du souscripteur, c'était de faire rentrer l'assurance vie dans la succession. Ça peut être le cas. On peut très bien avoir des stratégies où on veut faire rentrer l'assurance vie dans la succession. Par exemple, j'ai un bien immobilier qui vaut 300 000, j'ai une assurance vie qui vaut 300 000. Si j'ai pas du tout, mes enfants s'entendent pas du tout, j'en ai deux, ils s'entendent pas. Si jamais je les mets en indivision sur le bien immobilier et 50-50 sur l'assurance vie, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes de partage, je sais pas comment ça va se passer. Donc, je vais dire, voilà, pour un de mes enfants, le bien immobilier et pour l'autre, l'assurance vie. Sauf que l'assurance vie, c'est hors succession, ça veut dire que celui qui a reçu l'assurance vie, il pourrait aller demander la moitié à celui qui a reçu le bien immobilier. Voilà, alors tout ça, on pourrait dire, non, attendez, moi je veux absolument que l'assurance vie soit soumise au même régime juridique, pas fiscal, juridique, que la succession. Donc voilà, tout ça, ça se prévoit. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de retour sur l'administration fiscale, comment elle l'interpréterait. Est-ce que si jamais j'ai un legs d'assurance vie, est-ce que je vais pas avoir, est-ce que le régime juridique fiscal de l'assurance vie autonome va s'appliquer ? Je n'ai pas de réponse. En tout cas, on peut comprendre qu'on veuille intégrer l'assurance vie dans la succession, mais il faut que ce soit une démarche volontaire et que nous, on vous le traduise juridiquement. Ça ne doit pas être fait à l'insu de votre plein gré parce que vous ne saviez pas et que vous êtes dit finalement tous ces actes concernent mon décès, testament, clause bénéficiaire, même combat. Non, deux actes. Sachant que les clauses bénéficiaires, il faut qu'elles soient donc non testamentaires et elles peuvent être dactylographiées, contrairement au testament. Vous savez qu'un testament doit être écrit, daté et signé de la main du testateur. On ne parle pas évidemment de legs de contrat d'assurance vie. On ne lègue pas un contrat d'assurance vie. On désigne sous tel et tel contrat des bénéficiaires. Et ne pas confondre ce que je vous ai dit, bénéficiaire et légataire. Il faut savoir que votre notaire peut enregistrer vos clauses bénéficiaires au même titre que les testaments au fichier central des dispositions de dernière volonté. Et du coup, on est sûr qu'on retrouvera vos clauses bénéficiaires. Donc, c'est la même sécurité que pour les testaments. C'est pas la même case qu'on coche, mais c'est je pense, un vrai service. Et alors, si jamais vous changez, parce qu'on peut aussi très bien changer évidemment de clause bénéficiaire,
C'est très très simple. La seule chose, c'est qu'il faut impérativement que votre compagnie d'assurance, votre courtier, soit au courant. S'il n'est pas au courant, comment voulez-vous qu'il verse en cas de décès les capitaux à la bonne personne? Donc il y a une notification à réaliser par lettre commandée et s'assurer que voilà, la compagnie d'assurance est bien au courant de la bonne clause bénéficiaire, de la dernière clause que vous avez voulu rédiger. Notre dernier sujet, les contrats d'assurance vie dénoués et non dénoués. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Voilà, mon mari a souscrit un contrat d'assurance vie. C'est moi qui décède. Il n'empêche que qu'est-ce qu'on fait? On est marié sous un régime de communauté. Il a souscrit avec des fonds communs. À mon décès, est-ce que ce contrat d'assurance vie fait partie de ma masse successorale ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le contrat d'assurance vie non dénoué. Non dénoué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bien une liquidation de la communauté, mais je n'ai pas un dénouement du contrat d'assurance vie, parce que le contrat d'assurance vie existe toujours. D'accord? Par contre, le contrat d'assurance vie dénoué, c'est si jamais moi, je suis souscriptrice d'un contrat d'assurance vie et assurée. Au moment où je décède, mon contrat n'existe plus. La question qui se pose à la compagnie, c'est de savoir à qui verser les capitaux décès. Ça, là, on parle de contrat d'assurance vie dénoué. Alors, la question qui se pose, on va prendre un petit cas pratique sur les contrats d'assurance vie non dénoués. On prend le cas de monsieur et madame Martin qui ont 2 enfants, Apolline et Basile. A et B, c'était plus facile. Ils sont mariés sous le régime légal de communauté, leur patrimoine est le suivant. Ils ont une résidence principale pour 500 000, une résidence secondaire de 200 000, des disponibilités 300 000 et un contrat d'assurance vie qui a été souscrit par monsieur avec des fonds communs, bénéficiaire mon conjoint à défaut mes enfants à défaut mes héritiers, d'1 million, ce qui fait un total de communauté de 2 millions. Madame Martin décède, sachant que c'est monsieur Martin qui a souscrit. Donc ce n'est pas le souscripteur qui décède, c'est le conjoint du souscripteur. Madame Martin décède, la question qui se pose, à l'ouverture de sa succession, comment sera traité le contrat d'assurance vie souscrit par monsieur Martin, conjoint survivant dans mon exemple? 2 possibilités. Soit on va considérer que le contrat d'assurance vie est impropre à monsieur Martin, et dans ce cas-là, la masse successorale à partager sera de 500 000. Soit on va considérer que le contrat d'assurance vie est un bien commun, et dans ces cas-là, la masse successorale à partager est d'1 million. Ce sont des réponses ministérielles qui ont fait énormément de bruit. Je ne vous les ai pas toutes mises parce que ça ne tenait pas. On a le premier arrêt, en fait, la réponse ministérielle qui était l'arrêt, le fameux arrêt Praslika, qui en fait répondait à une question en cas de divorce. Est-ce que le contrat d'assurance vie est propre ou commun? La Cour de cassation a dit que le contrat d'assurance vie est commun. Il n'est pas propre à charge de récompense, il est commun. Donc ça veut dire que les époux doivent partager les primes, mais aussi les plus-values qui ont été réalisées sur ce contrat. Au niveau du divorce, c'était clair. Au niveau du décès, on est passé un peu par toutes les phases. Sachant que on a pendant longtemps eu en fait un thème qui revenait et qui disait bon, finalement c'est un peu aux héritiers de décider. C'était le sens des réponses ministérielles. Donc, alors vous savez qu'on a un grand principe en matière de régimes matrimoniaux. On a une chance dingue en France, c'est qu'on a une liberté totale de régime matrimonial. Vous choisissez votre régime et à l'intérieur, vous pouvez choisir toutes les clauses que vous voulez. Mais il y a un autre principe, c'est que vous ne pouvez pas modifier comme vous le souhaitez votre régime matrimonial. Vous pouvez, mais ça implique de passer par une procédure de changement de régime matrimonial. C'est-à-dire que si vous avez des enfants mineurs, il faut une homologation du juge. S'il n'y a pas d'enfants mineurs, ça se passe devant le notaire, mais on a une procédure à respecter. Et là, on avait quand même des réponses ministérielles qui nous disaient, bon, en fait, propre ou commun, faut voir avec les héritiers. Bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, on a la dernière réponse ministérielle, avant-dernière maintenant, qui a fait beaucoup de bruit, la réponse ministérielle Baquet. Réponse ministérielle Baquet nous disait, écoutez, le contrat d'assurance vie, c'est un bien comme un autre. Un bien comme un autre. Ce serait une voiture, ce serait la même chose. Donc, la valeur de rachat, à partir du moment où les contrats auraient été communs, l'assurance vie ne déroge en rien au régime matrimonial. Le contrat d'assurance vie est commun. Très bien. Mais, réponse ministérielle qui va dans le bon sens,
c'est que la moitié de la valeur de ces contrats, donc la moitié qui passe dans la succession, ne sera pas taxée pour les enfants. Alors, chose quand même importante, et là c'est mon devoir de vous le dire, c'est que après la réponse ministérielle Baquet, on a fait énormément de changements de régimes matrimoniaux pour insérer ce qu'on appelle une clause de préciput. Une clause de préciput, c'est quoi? C'est de dire le contrat d'assurance vie fait partie de la communauté, donc, mais en cas de liquidation, je peux très bien donner au conjoint survivant le pouvoir de prélever tous les biens qui font l'objet de ce fameux préciput. Et puis, finalement, dans la succession, il n'y aura que le reste. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où les héritiers étaient taxés à hauteur de la moitié de la valeur des contrats, on voyait vraiment l'intérêt à mettre des clauses de préciput. Et on disait aux gens, il faut absolument changer de régime. À partir du moment où vous avez plus d'un certain montant d'assurance vie et que vous êtes marié en communauté, en séparation, il n'y avait évidemment pas de problème, mais en communauté, il y avait un vrai souci. Dans ces cas-là, il faut changer de régime et passer et insérer des clauses de préciput dans votre contrat. Donc vous restez en communauté, mais on donne juste cette faculté au conjoint survivant de prélever ou de ne pas prélever, c'est une faculté, les contrats d'assurance vie. Alors ce que je veux dire, c'est que on a pu lire que finalement ça n'avait plus d'intérêt. Sincèrement, à partir du moment où votre patrimoine est quand même constitué en majorité de contrats d'assurance vie, ça peut toujours avoir un intérêt. Parce que si jamais mon patrimoine est constitué en majorité d'assurance vie, mon mari décède et le notaire va calculer le montant de la réserve de mes enfants. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je rachète mon propre contrat pour donner à chaque enfant sa réserve. Donc ça va générer effectivement de la fiscalité. C'est pas du tout ce que je veux. Donc en fait, ce contrat, cette stipulation qu'on appelle un préciput peut toujours être utile. Donc voilà, je vous conseille d'en parler à votre notaire et de voir si ça peut être intéressant dans votre situation.